Bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir. Je remercie tout particulièrement Ben pour son accueil. Je suis Didier Ramella, donc je suis délégué à la protection des données. Et je vais vous parler du RGPD. Sujet très sérieux, mais pas grave. Et j'en profite aussi de remercier Quentin ici présent. C'est grâce à lui que je suis là, donc le responsable amical des bénévoles. Et on s'est rencontrés sur le Hi-Fi Festival à Annecy. Un festival extraordinaire, j'en dirai pas plus. J'étais bénévole. Voilà, donc on va présenter ça et je vous laisse vous présenter aussi. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc du coup, moi je m'appelle Charles. Je travaille pour l'association Solidarité SIDA. Donc c'est une association qui récolte des fonds pour la lutte contre le VIH/SIDA en finançant des événements, notamment le plus gros, le festival Solidays que vous connaissez peut-être. Et du coup, je suis chargé de mission au pôle volontariat qui accompagne les bénévoles du coup toute l'année à Solidarité SIDA. Bonjour, moi c'est Suzy, je suis responsable du coup du pôle volontariat et je travaille avec Charles. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, posez vos questions. Voilà. On aura un petit temps d'échange à la fin aussi si vous souhaitez. Alors pourquoi on parle de RGPD? Donc RGPD, Règlement général sur la protection des données. Quand on parle de RGPD, on parle de données. Voilà, donc dans vos activités événementielles, vous avez énormément de données, que ce soit pour les bénévoles, les participants, le staff, les partenaires. Voilà, à chaque fois, vous touchez de la donnée personnelle. Vous avez des listes, des formulaires, des photos, de l'image, du son. Voilà, beaucoup de données personnelles partout, partout, partout. Ce qu'il faut bien comprendre, le RGPD, c'est une notion de respect et de valeur, au-delà de l'aspect strict du droit. Donc on va aborder les notions clés, les risques, les conséquences, les bonnes pratiques. On partagera l'expérience avec Solidarité SIDA sur Solidays. Et puis je vous donnerai 2-3 ressources documentaires. Donc 5 idées clés pour protéger les personnes. Ça, c'est la première idée. Le RGPD il a été mis en place pour nous protéger, nous, en tant que citoyens européens. On est responsable des données, donc la personne qui collecte est responsable des données qu'elle collecte. On a un devoir de transparence vis-à-vis des personnes. Et on se doit de protéger, de sécuriser les données. Et ce qui est important, ce qui est le plus difficile à faire, c'est qu'à chaque fois qu'on collecte de la donnée, il y a un cycle de vie qui doit être défini. Donc on ne conserve pas des données à vie. Alors, si on prend l'exemple de Solidays, par exemple, donc, les acteurs et les garants du RGPD. Donc, il y a un organisateur qui gère des bénévoles, prestataires, participants. Voilà. À chaque fois, quelles données il collecte? Donc, beaucoup de noms, adresses, permis, hébergement, voilà, les photos. Voilà. Et autour de ça, si on clique, donc on a les participants. Ça va être encadré par le RGPD, c'est un règlement qui est européen, avec la CNIL. La CNIL, c'est l'organe de contrôle qui s'assure de la mise en œuvre du RGPD en France. Et le DPO qui accompagne Solidays. Alors le DPO, je vous le dis tout de suite, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Voilà. Et ce qu'il faut bien noter aussi, c'est qu'il y a une responsabilité légale quand on collecte de la donnée, c'est le président de l'ASSO. C'est lui, in fine, qui aura à répondre auprès des autorités de contrôle. Donc on est tous concernés. Chaque structure, on manipule beaucoup de données. Voilà, une mauvaise gestion, ça peut entraîner une fuite, une perte ou un usage inapproprié des données. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on parle de respect. Protéger les données, c'est respecter les personnes. Alors les notions clés. On parle de données à caractère personnel. Donc le RGPD, il encadre tout ce qui est données à caractère personnel, c'est-à-dire tout ce qui permet d'identifier une personne physique. Son nom, prénom, son adresse. Voilà. Dès qu'on arrive à localiser une personne physique, à l'identifier précisément, ça devient une donnée à caractère personnel. Ça peut être aussi une combinaison de données, une adresse partielle, un prénom. Après, on arrive à identifier la personne, c'est une donnée à caractère personnel. On rentre dans le cadre du RGPD. Dans ces données, il y a des données sensibles, où là, on se doit encore plus de les protéger. Tout ce qui touche à la santé, aux opinions religieuses, aux orientations sexuelles,
Ces données-là, on doit les protéger parce qu'en cas de fuite, ça peut mettre en péril, entre guillemets, les personnes sur leur réputation et autres. C'est important aussi, je vous en parle, la donnée sensible, des fois on ne mesure pas, mais un régime alimentaire, typiquement, quand vous faites des cantines pour les bénévoles, on peut avoir une opinion religieuse déduite du régime alimentaire. Et l'autre notion clé, c'est le traitement. C'est toute opération qui met en œuvre des données à caractère personnel. Typiquement une inscription, une paye, quand vous avez des RH à gérer. La gestion de la paye, c'est un traitement. Chaque traitement doit reposer sur une base légale. Alors ça, c'est plus pour information, ça me concerne plus moi qu'en tant que DPO. Mais à chaque fois, on s'assure que le traitement repose sur une base légale et pas d'autre. Donc on a le fameux consentement. Donc ça, c'est la petite case à cocher qu'on trouve sur les formulaires. En tant que citoyen européen, je consens à ce que Solidays utilise mes données dans le cadre de l'organisation du festival. L'obligation légale, ça c'est la loi, donc il n'y a pas de consentement. Le contrat, s'il y a un contrat avec un prestataire, ça rentre dans une base légale pour collecter la donnée. L'émission d'intérêt public, la sauvegarde des intérêts vitaux. Les pompiers, quand ils interviennent, ils ne cherchent pas à recueillir le consentement, ils interviennent. Et l'intérêt légitime, ça c'est le truc un peu plus souple. Si on considère qu'il y a un intérêt à la fois pour la personne et pour l'association, on considère que c'est un intérêt légitime et ça justifie de collecter de la donnée. On dit que le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. C'est-à-dire que quand on consent à l'utilisation de données, on informe très précisément le pourquoi on consent. Dans le RGPD, il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup d'informations. En fait, c'est de la transparence, le RGPD, vis-à-vis des citoyens. Alors, à la base, c'est l'Europe qui a mis ça en place. C'est un règlement européen pour protéger les citoyens européens. C'était pour nous protéger des géants du numérique, les GAFAM, les BATIX, qui usent et abusent de nos données sans qu'on le mesure. Qu'en font du commerce, qui nous profilent, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, donc ça, c'est l'Europe qui se protège de ça. C'est évidemment pour nous protéger des hackers. Il y a des vrais business sur la donnée. Et puis derrière, il y a de l'argent, la monétisation de la donnée, des rançons, puis des ventes. Il y a des métiers. Le data broker, c'est un métier. Voilà, il y a un client, une société qui le mandate pour aller chercher de la donnée. Il va la chercher, il la revend. Donc voilà, on se protège contre l'exploitation de notre vie numérique, notre argent et la perte de notre libre arbitre, parce que l'usage de ces données est dans notre dos. Après, derrière, on se retrouve avec un environnement informationnel qui est biaisé, sans qu'on le sache. Violation de données, ça aussi c'est très important, que ça soit accidentel ou illicite, on a un devoir avant tout d'information vis-à-vis des personnes dès qu'on a subi une violation de données. C'est-à-dire dès que j'ai une base de données qui a fuité ou que j'ai perdu, je dois informer les personnes concernées qu'il y a eu une fuite pour qu'ils soient vigilants en fait. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a Veda, le logiciel des médecins, qui a été piraté. Ils sont encore en train d'investiguer, ils ne savent pas l'étendue du piratage, mais il y a des données qui ont fuité. Ils ont fait une information à tous leurs utilisateurs. Voilà, on est typiquement dans ce cadre-là. Et après, on a aussi une obligation d'informer les autorités de contrôle. Ça, c'est pour s'assurer déjà qu'on fait bien notre métier vis-à-vis de l'autorité de contrôle. Et l'autorité de contrôle concatène, entre guillemets, toutes les violations de données pour voir pour un peu mieux cibler d'où ça vient. Donc les risques. Alors les erreurs fréquentes qu'on peut faire, c'est publier des photos sans autorisation. Là, on va revenir sur du concret. Là, typiquement, ce matin, là, on nous filme, on participe à l'événement. On doit, si ce n'a pas été fait, recueillir notre consentement. Est-ce que toutes les personnes ici qui sont filmées sont bien d'accord? Est-ce que leur visage apparaît sur les réseaux sociaux, par exemple?
Ce consentement, c'est pas une usine à gaz, hein, ça peut juste se faire là, comme ça. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous filme? Si vous n'êtes pas d'accord, merci de venir me voir après, et puis on floute le visage ou on vous met dehors. Voilà. Mais voilà, mais ces notions-là, c'est des petites, parce que ça arrive souvent. Les fichiers Excel qu'on partage par email, on a une base de données qui est dans notre environnement, qu'on a plus ou moins sécurisé, tout ça, qu'on maîtrise. Et pof, on le met sur un mail en pièce jointe et on le partage. Et là, du coup, on maîtrise un peu moins le devenir du fichier. Faire le ménage, ce que je disais par rapport à la vie de la donnée, il faut faire le ménage. Et il faut faire attention aux outils gratuits aussi. Parce que, voilà, en tant que responsable d'association, vous êtes responsable des données. Il faut savoir quels sont vos destinataires, savoir qu'ils sont sécurisés. Les outils gratuits, on ne sait pas trop où ils sont. En Chine, aux États-Unis, ils répondent plus au RGPD, donc ils font ce qu'ils veulent de votre fichier. Alors pourquoi c'est important de faire attention? On protège la réputation, à la fois de l'association et aussi des personnes. Et quand je dis des personnes, c'est bénévoles, staff, tout le monde. Le risque, c'est aussi une perte de confiance. Le risque in fine, c'est une sanction de l'autorité de contrôle. Alors c'est une autorité publique, elle n'a pas vocation à faire payer les associations ou les autorités publiques. Elle va en premier temps faire des mises en demeure s'il y a des graves défaillances. Et en deuxième temps, elle va sanctionner si rien n'a été fait. Après les sanctions, par contre, sur Facebook ou des choses comme ça, là ça se chiffre en millions, voire milliards. Et puis, il faut aussi penser, en cas d'incident, ça devient très très vite compliqué, c'est une vraie charge mentale à gérer. Donc, au mieux on anticipe, au mieux on évite. Et si on anticipe, on sait déjà mieux réagir. Mais alors par contre, quand vous faites face à une violation de données ou un ransomware où tout votre système est bloqué le jour de l'événement, des choses comme ça, ça peut vite être la panique. Donc voilà, c'est important. Ouais, la bonne ambiance. Voilà, et donc les bonnes pratiques, on va aborder les bonnes pratiques. Il faut surtout savoir que c'est du bon sens le RGPD. Quand je vous disais que c'est pas grave, il faut penser, on respecte les personnes, donc on prend soin de leurs données. Voilà, il faut rester dans cette logique-là. Après, il y a un cadre réglementaire, mais ça m'appartient plus. Mais vous, gardez votre bon sens. Ouais. On protège les personnes, c'est ce qu'il faut retenir. Donc on a un petit quiz. Ouais, allez.
Alors, première question. Les bénévoles ne sont pas concernés par le RGPD. Oula, c'est moi ça. Ah oui, une majorité de faux. Ah oui, mais oui, ils ne sont pas concernés. Oui, c'est faux. Et effectivement, les bénévoles, ils sont concernés. Ouais. Ils sont concernés. Ouais. Voilà. Donc les bénévoles sont bien concernés, hein, forcément. Les bénévoles confient leurs données, donc on protège les bénévoles. Est-ce que le consentement peut être oral? Donc le consentement, je vous l'ai dit, c'est le fameux truc qu'on va retrouver avec la case à cocher ou des choses comme ça. Ah. Donc c'est une bonne question, j'ai envie de dire. Donc on est sur un petit moitié-moitié avec une petite majorité de vrai. Alors effectivement, il peut être oral. Après, le consentement, il doit aussi être démontrable. Si jamais vous avez quelqu'un qui se plaint, parce qu'il dit, mais vous avez utilisé mes données, je ne vous ai jamais dit oui, en principe, il faut pouvoir le prouver. Donc la plupart du temps, c'est un consentement qui est recueilli par écrit. Dans des cadres comme on est là aujourd'hui, ça peut être oral, parce que si on demande à d'autres personnes, est-ce qu'on vous a demandé si sur 9 personnes, sur 10 personnes, il y en a 9 qui disent oui, ils nous ont bien posé la question, et juste une personne dit non. Voilà, donc on va démontrer que le consentement a bien été... voilà. Mais il doit être démontrable, le consentement. Mais il peut être oral. Alors, supprimer ceci, c'est une question. Supprimer la liste après l'événement, c'est facultatif. Alors, là aussi, donc, qu'est-ce qu'on fait de la liste de mes bénévoles, mes participants? Une fois que l'événement est, ça fait discussion. Hein. Donc ça fait débat. Si je vous dis que c'est obligatoire le lendemain de la clôture du festival, hein, vous rigolez moins déjà. Alors c'est facultatif, oui. On n'est pas obligé de supprimer à l'issue de l'événement. On est obligé de définir une durée de conservation. Après, dans le cadre justement du bénévolat, vos bénévoles, ils sont inscrits, ils font partie, entre guillemets, vous avez un staff de bénévoles récurrent, vous avez une base de bénévoles. Vous pouvez très bien dire que tant que votre bénévole est actif, on le conserve. Et à partir du moment où il est inactif, on le conserve pour une durée définie, de 3 ans par exemple, des choses comme ça. Tu peux avoir une durée illimitée. Tant qu'il est actif. Et typiquement, cette notion de conservation, eh ben, il faut l'écrire, il faut informer le bénévole que ça marche comme ça. Temps de l'activité du bénévolat est supprimé à 3 ans à l'issue de la dernière activité, des choses comme ça qu'on peut écrire. Ouais, tu vois. Hein? Voilà, c'est ça, un logiciel qui va tout à fait. Sur les développeurs du Whiskrew. Pour la roadmap 2026, on est là. Oui. Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Si je vous réponds en tant que DPO, il faut supprimer. Dans tous les cas. Après, on peut distinguer, on en parlait tout à l'heure avec Suzy, hein, mais on en reparlera peut-être. On peut distinguer 2 choses. La base active, qui est
plus largement utilisé au sein de l'association. Au-delà d'une certaine durée de 3 ans, par exemple, on bascule dans une base d'archivage intermédiaire, où là, cette base-là, on va la mettre sur un serveur où il y aura beaucoup moins d'accès que du staff, typiquement dans ce cadre-là. On pourrait très bien la mettre dans un fichier à part, avec un accès restreint, et un fichier qu'on va protéger avec un mot de passe, par exemple. Et là, on pourrait donner une durée plus longue. Mais la conservation ad vitam, c'est interdit. Ouais. Et puis, in fine, mais bon, dans ce cas-là, ça ne va pas jouer, mais on parle toujours de données à caractère personnel. Un fichier conservé à des fins statistiques, si je l'anonymise, il sort du RGPD. Donc j'enlève toutes les données identifiantes, permis, numéro de sécu, le nom de famille. Si je garde que le prénom, on sort du cadre du RGPD. Alors les grands gagnants, Yann. Il est où Yann? Ouais. Ah non. Alors, WhatsApp, pour gérer les participants, est-ce que c'est conforme? Ouais, alors effectivement, WhatsApp n'est pas conforme. Ouais, à double titre. WhatsApp, c'est américain, donc ils ne répondent pas au RGPD, ils ne sont pas obligés, puisqu'ils ont une loi qui est au-dessus du RGPD, qui est le Cloud Act. Donc ils font ce qu'ils veulent de les données qui sont chez eux. Donc ça, c'est le premier titre. Et en plus, WhatsApp utilise nos données sans qu'on font du commerce de données. Voilà. Après, il faut le savoir. Hein. En fait, c'est toujours pareil, je vous disais, le RGPD, c'est aussi de l'information. À partir du moment où on le sait, après, si on veut utiliser WhatsApp, on l'utilise. Hein. Si on considère que ce qu'on met sur le réseau, c'est pas... Ouais. Ouais. C'est un choix. Il faut toujours faire un choix conscient. Ouais. Mais dans le cadre du monde associatif, c'est pas recommandé. Dans le cadre de l'événementiel. Après, on se fait des groupes WhatsApp entre copains ou entre bénévoles. Voilà. Mais il ne faut pas que ça soit porté par l'association. C'est mieux. On est sur des responsabilités individuelles, mais pas sur une responsabilité de l'association. Ouais. On est toujours Yann en tête. Alors, le RGPD, c'est surtout des contraintes et des sanctions. Alors, faut être gentil. Effectivement, oui, c'est pas que des sanctions. On en a encore une, non? Ah, ouais. Donc, pour gérer les inscriptions, vous utilisez un Google Form partagé à tous les responsables. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce Google Form? Alors, ah ouais, c'est joli. Ah bah là, j'ai envie de dire, tout est dit. Donc effectivement, c'est risqué. On est sur du Google. En plus, sur le formulaire qu'on a vu, il n'y avait rien de bon. Et en plus, on a une solution qui s'y prête. Voilà. Qu'il va falloir que j'audite quand même, hein, avant d'en parler. Mais alors, après l'événement, que faites-vous des fichiers Excel contenant les numéros de téléphone? Ouais, alors là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc j'ai toutes les données sur Witscrew, hein, ça c'est une solution. Ça n'empêche pas de gérer la durée. Après on revient sur la notion de durée de conservation.
Mais cette question, elle est aussi intéressante dans le fait de détruire après usage. Il y a aussi un grand principe. Ça débat. Il y a aussi un grand principe dans le RGPD, c'est la limitation de la donnée. Je ne conserve que ce qui est strictement nécessaire à mettre en œuvre le traitement ou ce que je fais avec la donnée. Donc on peut aussi décider de conserver un minimum de données récurrents d'une année à l'autre et de supprimer certaines données qu'on réactualise à chaque nouvelle inscription. Après le numéro de téléphone, je ne sais pas si c'est le plus opportun dans ce cas-là, mais on pourrait dire à chaque année, on se refait confirmer le numéro de téléphone. Et comme ça, on ne conserve pas. Là aussi, c'est à vous de voir ce qui est le plus pratique. Ah. Donc je peux publier sur Instagram une photo de groupe sans autorisation écrite. Alors le principe c'est non, et effectivement, non sauf autorisation ou floutage. Après, il y a un petit distinguo sur des grands événements publics, comme Solidays par exemple. Quand vous faites des photos de toutes les esplanades, des choses comme ça, on ne va pas demander l'autorisation à chaque personne. Donc c'est pour ça que sur les photos de groupe, là on parle vraiment de grands groupes, c'est-à-dire qu'on n'individualise pas les personnes. En fait, on voit une foule, mais il n'y a pas d'individualisation d'une personne. On peut se passer du consentement. Quand on est sur une assemblée comme ça, une photo, on est à la limite. Le premier rang, oui, on va clairement voir que c'est vous. Au fond, bon, après, ça fait partie du public. Voilà. Là aussi, je ramène la notion de bon sens. C'est à nous de voir ce qui est pertinent. Bravo Manon. Pas mal. Hein. Elle est où Manon? Manon. Ah, elle se cache. Ah, bah, voilà. Donc on a beaucoup à gagner avec le RGPD quand même. Hein. Donc les bons réflexes, pour les résumer, c'est informer clairement les personnes. Ça c'est le premier niveau. Limiter les collectes de données, on collecte que ce qui est strictement nécessaire. Stocker et partager de façon sécurisée. Donc là on parle d'environnement informatique notamment, des choses comme ça. Donc il faut attacher une grande importance aussi à votre environnement informatique. Et supprimer à l'événement, donc du coup là c'est pas supprimer après l'événement, mais c'est gérer un cycle de vie de la donnée. Le consentement, on recueille le consentement, c'est par rapport au consentement qu'on informe les personnes. Sur le droit, les images, le droit à la voix aussi, ça compte, hein, c'est aussi régulé. Et on peut proposer une option « je ne souhaite pas apparaître ». Quand on est sur on peut demander, quelqu'un me dit, moi je veux bien faire le bénévole, par contre je veux apparaître nulle part. Voilà, ça c'est un modèle, je l'ai mis voilà, pour faire vite. C'est bon. Et en interne aussi, tout ce que je vous dis là, c'était par rapport aux participants, aux bénévoles, mais ça vaut pour vos équipes. Au même titre qu'on fait signer un contrat RH, et ben voilà, pareil, il faut demander des autorisations, flouter les visages. Aussi utiliser des visuels libres de droit, là on déborde un peu du RGPD, mais faire attention aussi par rapport à l'utilisation des images externes. Voilà. Et par défaut, si on peut anonymiser, c'est mieux. Tout ce qu'on fait. Voilà, je vais passer la main à Solidarité Sida. Alors du coup, nous, on va vous parler un peu de ce qu'on fait de notre côté sur les RGPD. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Solidarité Sida, on crée de multiples événements à l'année, dont Solidays, qui accueille jusqu'à 2300 bénévoles. Et du coup, la gestion des bénévoles, on a une base
qu'on appelle actives, c'est-à-dire les bénévoles qui sont adhérents sur l'année, donc du 1er janvier au 31 décembre 2025 par exemple pour cette année. Et c'est ces bénévoles qui peuvent s'inscrire de manière multiple aux différents événements. Donc quand je dis une inscription de manière multiple, c'est-à-dire que du coup ils ont accès à des formulaires différents pour s'inscrire à différents événements. Donc on a 2 catégories de bénévoles, les nouveaux et nouvelles qui s'inscrivent sur une année, et puis on a les anciens qui reviennent d'année en année, où le traitement peut être légèrement différent. Donc notre but, c'est évidemment de les mobiliser et de les fidéliser pour qu'ils reviennent d'année en année, sur les actions de récolte de fonds, de prévention et sur le festival notamment. Donc on utilise WizCrew avec tous les formulaires que la solution propose, et on y inclut des mentions RGPD qu'on va vous présenter du coup dans ce témoignage. Je vais laisser Suzy vous parler un peu des difficultés qu'on a pu rencontrer ou qu'on rencontre encore, parce que les RGPD, c'est toujours quelque chose qu'on optimise pour être au plus près des clous en fait, et de la politique RGPD qu'on met en place. Du coup, la difficulté majeure, c'est on se questionne sur notre périmètre d'action, sur la base légale du cycle de vie de la donnée. C'est-à-dire qu'on a dans notre base de données des bénévoles qui ne sont plus forcément actifs par exemple 2022, que je décide de supprimer cette année, mais quid d'un bénévole qui revient pour Solidays 2026. En fait, je ne peux plus communiquer avec la personne, et du coup, c'est aux bénévoles de nous solliciter. Voilà, ça peut, du coup, Didier t'en parlait, c'est aussi, c'est pas une charge mentale, mais ça participe pas forcément à l'enjeu de fidélisation qu'on a. Voilà. Mais il y a une base légale qu'il faut qu'on respecte. Et on perd aussi l'historique du coup de la personne. Mais bon, on peut potentiellement réfléchir à utiliser une base de données d'archivage. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Un archivage intermédiaire, oui. Un archivage intermédiaire. Une autre difficulté, c'est pareil, c'est un questionnement. On a beaucoup de formulaires d'inscription, on a beaucoup d'événements. À quel moment est-ce qu'on se décide de mettre une mention RGPD dans tous les formulaires, ou alors dans un formulaire unique dans lequel on récolte des champs qui sont associés du coup aux bénévoles pour tous nos événements. Voilà, c'est un peu un questionnement qu'on a. Et je voulais aussi parler du coup d'une réussite. C'est quoi la réussite ? Pardon. Non, mais il y en a une. Ouais, le fait d'utiliser alors, j'ai noté quoi ? Le paramétrage du formulaire WizCrew facilite la mise en place technique, du coup, parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut mettre une case de validation, on peut mettre un champ perso. Donc voilà, ça en termes de mise en place technique de la mention RGPD, voilà, ça simplifie. Et du coup, ce qu'on vous propose de vous montrer, c'est le parcours d'intégration qu'on propose à Solidarité Sida en tant que bénévole. Donc en fait, les bénévoles nous viennent de multiples horizons, soit en rencontrant les bénévoles actifs sur des actions, soit en participant à Solidays en tant que festivalier, festivalière, et ils ont envie d'être bénévoles, ou alors par curiosité ou par les réseaux sociaux, ils vont sur le site internet et ils ont accès à une page qui leur permet du coup de commencer leur parcours d'intégration. Et du coup, ce parcours d'intégration bénévole chez nous, il se propose en 3 étapes. Il y a une première étape qui est un formulaire de prise de contact, une deuxième qui est à la suite d'une réunion d'information, ils émargent. Et ensuite, la dernière étape et la plus importante pour nous, c'est leur validation d'inscription pour devenir bénévole. Donc on va passer un peu étape par étape. Donc la première étape, donc c'est ce formulaire de prise de contact, qui est un formulaire relativement rapide parce qu'il n'a pas nécessairement beaucoup de données sensibles. On demande surtout des caractères, des informations à caractère personnel, que ce soit le nom, prénom et l'email, et par quel biais ils nous ont rencontrés. Donc les personnes qui ont ce formulaire notamment, qui le remplissent mais qui derrière n'ont plus aucune interaction avec nous, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais continué, que ce soit une réunion d'information ou leur parcours bénévole, on supprime leurs données sous 3 mois à ces personnes parce que du coup elles n'ont plus du tout d'interaction avec nous et qu'elles n'ont pas continué leur parcours. Et donc dans la deuxième partie de ce formulaire, on met une première note RGPD où on leur explique pourquoi on a recueilli ces informations.
C'est juste le fait, comme Didier l'expliquait tout à l'heure, d'être transparent sur le pourquoi on leur demande ces choses. Même si c'est des informations qui peuvent être très simples, c'est important de le mentionner, du coup on a décidé de le faire. Et on note aussi que si jamais ils souhaitent en savoir plus, ils ont moyen d'accéder à notre politique de protection des données personnelles qu'on a créée pour qu'ils puissent s'y référer. Ouais, donc ça, c'est un vrai plus, hein. C'est un document que vous avez rédigé qui détaille toutes les mesures prises pour protéger les données à caractère personnel. Ça, c'est un engagement de confiance, du coup. Après, voilà, quand on va chez Solidarité SIDA, ben, c'est un gage de confiance et de respect des données. Et de le mettre en lien au niveau du consentement, ben, ça évite de paraphraser, en fait. Voilà, on met le lien, on informe, et pour plus d'informations, il y a la politique de confidentialité. Donc même pour un formulaire qui semble aussi simple, on met cette mention. Ensuite, la deuxième étape, donc les futurs bénévoles participent à une réunion d'information qu'on anime avec Suzy. Et à la suite de cette réunion, il y a un formulaire d'émargement, nous qui nous spécifie du coup qu'ils ont participé. Donc pareil, il y a très peu d'infos que le nom et prénom et la date de la réunion, ce qui nous permet de voir qu'ils ont participé. Et on signifie encore qu'on enregistre leur participation, qu'on fait une petite mention, on les renvoie, notamment s'ils ne veulent pas qu'on utilise leurs données ou qu'on ait accès à leurs données, à une adresse mail qu'on a créée sur laquelle ils peuvent nous expliquer le fait qu'ils refusent qu'on utilise leurs données, par exemple. Ce formulaire est pareillement au premier. Si à la suite de la réunion d'info, sous 3 mois, les bénévoles n'ont jamais validé leur envie d'être bénévoles, derrière, on supprimera leurs données également. Voilà. Ce qui est pratique maintenant, c'est que du coup, avec les automatisations, on peut, lorsqu'ils remplissent leur formulaire d'inscription, d'émargement, on peut directement, de manière automatique, leur envoyer le dernier formulaire qui, pour nous, est du coup le plus important, qui est le formulaire de valide ton inscription, valide ton parcours bénévole, du coup, pour ensuite intégrer la communauté bénévole de l'asso. Et donc, c'est le formulaire le plus lourd. Il a 54 champs, on leur demande énormément d'infos, mais étant donné qu'on a une base, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de bénévoles qui du coup ensuite s'inscrivent sur une multiplicité d'événements à l'année, on recueille en fait un maximum d'informations dans ce formulaire pour qu'à la suite, lorsqu'ils s'inscrivent sur les différents événements, les données qu'on ait recueillies, de 1, il n'est pas besoin de les remettre, ce qui facilite leur inscription, et de 2, vu que c'est pré-rempli, ça va vite. Et pour nous, ça nous permet d'éviter de relancer et de reconfirmer ces données à chaque fois. Mais pour ça, le formulaire il se divise en 3 parties. Donc il y a une première partie un peu sur les opt-in, opt-out, qui demandent leur consentement au niveau des communications qu'on peut avoir avec eux. Parce que alors nous, il y a les communications qu'on propose via le pôle volontariat, que ce soit newsletter pour les bénévoles, etc. Mais il y a aussi des communications par le pôle com de l'asso qui sont du coup pas nécessairement ciblées seulement aux bénévoles, mais du coup à tous les types de publics avec lesquels l'asso sont en contact, alors que nous, le pôle volontariat, on communique spécifiquement avec les bénévoles. Donc il y a ça, ou alors il y a évidemment le non-consentement, le fait de ne pas être contacté, auquel cas quand un bénévole va cliquer sur cette case, en fait on ne leur envoie pas de newsletter, pas de communication, et c'est eux ou elles qui viennent à nous, donc ils ont l'adresse mail, et qui souhaitent être contactés. Par exemple, ils connaissent les dates de Solidays par exemple, et bien à quelques mois de Solidays, ils disent j'ai envie d'y participer, je ne reçois pas les newsletters parce que j'ai demandé à pas être contacté, est-ce que je peux recevoir le formulaire d'inscription? Mais en gros, c'est de notre côté, on ne leur communiquera rien, parce qu'ils ont demandé à pas être informés. Donc voilà. Ensuite, il y a une deuxième partie sur les données personnelles. Voilà. Donc les données personnelles qui sont photos, prénom, nom, etc. Et toutes les données qui nous permettent, qui sont utilisées après dans les différents événements. Et à la fin de... Oui. Je vais rebondir là. Suzy et Charles ont bien travaillé sur cette phrase de consentement. Parce que sur le slide d'avant, ouais. Typiquement sur les données, je parlais de données sensibles, ils ont bien précisé pourquoi ils collectaient de la donnée sensible. Voilà. Toujours pareil dans cette logique d'information, il faut éclairer le maximum. Il y a aussi l'adresse de contact DPO à Solidarité SIDA.
Vous avez une obligation aussi à chaque fois pour que chaque personne puisse exercer ses droits à l'oubli notamment, d'avoir une adresse de contact. C'est pas obligatoirement DPO, voilà, mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'association qui gère ces demandes d'exercice de droit. Le DPO, il n'est pas obligatoire dans des structures associatives. Par contre, la conformité RGPD, elle est obligatoire. Donc si ce n'est pas un DPO, ça doit être quelqu'un qui est chez vous identifié un référent. Après, c'est mieux d'avoir un DPO externe. Mais bon, ça, c'est... je vois. Et juste, dans du coup, cette case à validation, on a aussi, alors, je ne suis pas persuadée qu'on soit dans les clous, mais on a aussi indiqué, je cède mon droit à l'image. Voilà. C'est pas très... Non, voilà. Disons, ça peut faire peur. Sur le consentement, oui. Sur le fond, oui. Sur la forme, voilà. Après, souvent, le droit à l'image, en plus, c'est encadré pas par le RGPD, mais par le code civil ou pénal, je ne sais plus. Mais bon, c'est un droit bien particulier. Donc, du coup, voilà. Ouais. Et il y a un formulaire de droit à l'image. Ouais. Et on parle de droit à l'image et à la voix, on met les deux. Voilà, comme on vous l'expliquait, de toute façon, c'est une optimisation constante sur les RGPD. Donc, nous, on y travaille encore, que ce soit sur la politique d'archivage ou sur la durée de vie des données des bénévoles dans la base de données. Mais de toute façon, l'important, c'est de se poser sur le processus de validation, pas de validation, pardon, d'archivage des données, et puis vraiment de le stipuler dans la politique de... Comment on appelle ça ? Politique de protection des données que vous créez, et ce qui permet vraiment d'informer et d'être transparent aux personnes qui, du coup, souhaitent intégrer les différents événements. L'intérêt d'avoir un document écrit, donc politique de confidentialité ou de protection des données, c'est aussi de pouvoir démontrer vis-à-vis des autorités de contrôle que vous avez engagé une démarche de conformité au RGPD. C'est un document aussi justificatif de votre démarche. Après, personne n'est parfait, mais déjà, si vous avez initié une démarche et si vous êtes dans cette logique-là, vis-à-vis des autorités de contrôle, ça passe beaucoup mieux. Et moi, je voulais juste vous parler du coup de la politique de protection des données personnelles que nous, on a mis en place, dans laquelle en fait, on récapitule qui est responsable du traitement de la donnée. Donc, dans ce cas-là, c'est nous. Par formulaire, donc c'est un job qu'on n'a pas fini de faire, mais par formulaire, on récapitule l'ensemble des données qu'on demande. Voilà, comme ça, les bénévoles, ils le savent. C'est du coup la politique de durée de conservation des données. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques exemples. On se dit que pour les bénévoles qui sont nouveaux bénévoles en 2025, on va conserver leurs données jusqu'en 2027. Bon, voilà, vous avez tout écrit là. S'ils sont pas actifs, bien sûr. S'ils sont plus actifs après. Oui, s'ils sont plus actifs. Les destinataires des données, donc les salariés de l'ASSO, les chefs d'équipe bénévoles et référents, ainsi que nous. Je voulais aussi, dans cette politique, il y a aussi la mention de la... Alors je vais ouvrir la petite boîte de Pandore. Il y a aussi la mention qu'il faut passer une convention RGPD avec un prestataire externe. Donc dans notre cas, WizCrew. Voilà, donc ça fait partie... de ça. Et dernière chose, la politique de protection des données, on l'envoie à tous les bénévoles à travers du coup un mailing ou une newsletter qui puisse librement y accéder à travers l'espace membre. Comme ça, voilà, l'info est là, la donnée est là et a priori... Vous êtes transparent, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, après, c'est le principe de transparence. Je rebondis juste sur ce que tu as dit par rapport aux prestataires. On parle de destinataire des données. Un sous-traitant ou un prestataire, c'est un destinataire de données. Le bénévole, il vous a confié, vous, à l'association, ces données personnelles. Si vous les transférez à d'autres organismes, d'autres entreprises, il faut lui dire. Et il faut s'assurer que cet organisme est aussi conforme au RGPD. Parce qu'in fine, c'est toujours le président de l'asso qui sera responsable, même s'il a sous-traité sa donnée.
Donc c'est à l'ASSO de s'assurer que ses prestataires et ses sous-traitants sont conformes au RGPD. Et pour s'assurer de ça, c'est soit on fait un audit sur place, mais ça c'est un peu compliqué, soit on fait signer une convention où le prestataire s'engage et démontre au travers de la convention qu'il a pris toutes les mesures pour être conforme au RGPD. Voilà. Ça peut être aussi un critère de choix quand vous cherchez des sous-traitants, des prestataires aussi pour avoir une grille d'évaluation pour savoir lequel retenir. La conformité RGPD, ça peut être aussi un critère qui vous permet de choisir votre prestataire, au-delà du prix et puis du service proposé. Donc tout à l'heure, Ben parlait de 4000 événements que WizCrew accompagne. Ça veut dire qu'il faudrait 4000 conventions sur le principe. C'est par organe, non? Ça va être par association, ouais, par organisation. Ouais. Ouais. Oui, c'est 30, ouais, voilà, ouais. Mais c'est par organisation, ouais, pas par événement. Ben, c'est tout bon. Si vous avez des questions. Merci à vous. J'avais encore un petit slide ou non, mais quoi derrière? Il me semble les ressources documentaires. Les principes, on l'a dit. Hein. On collecte ce qui est nécessaire, on informe, on sécurise, on supprime les données obsolètes et on doit prouver la conformité. Pour prouver la conformité, il y a les registres des traitements, mais ça c'est bon. Ouais, c'est des registres sous-traitants, traitants. C'est pour ça que c'est souvent, faut avoir un référent qui se charge de ça ou un DPO externe. Parce que ça, en interne, non, vous ne pouvez pas le faire. Et après, j'ai encore Marie, encore le dernier. Donc, on parle de cadre de confiance. Les risques, ils sont souvent humains et pas que techniques. Voilà. On ne se repose pas que sur de la sécurité informatique. Les transferts de fichiers, les fuites de données sont souvent humains. Voilà. Et du bon sens, toujours. Et en ressources, je vous ai mis faire appel à un DPO externe. Ça, je vous le recommande très fortement. Si jamais je suis là. Non, mais juste par rapport à ça, donc il y a un aspect de mise en conformité initiale. Donc ça se fait sur des missions dites ponctuelles avec un plan d'action comme on peut travailler. Après, il y a aussi une notion d'assurance de conformité en tout temps. Donc là, après, c'est un suivi, un accompagnement. Typiquement, quand vous avez quelqu'un qui est dédié à ça, à chaque fois que vous voulez faire un courrier, un nouvel événement, de l'emailing, ou vous changez votre organisation, vous changez d'outil, quand vous avez quelqu'un qui est identifié comme ça en DPO externe, vous le sollicitez. Et voilà, comme ça, vous vous assurez d'à chaque fois que vous avancez, vous êtes à jour. En fait, on parle toujours il y a 2 niveaux. Il y a la confidentialité dès la conception. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met un nouveau produit, projet, une nouvelle organisation en place, on s'assure que dès la conception, on soit conforme. Et après, il y a la conformité par défaut. Ça, c'est tout ce qu'on a en place qui doit être conforme. Mais dès la conception, c'est très très important parce qu'on peut très bien faire une photo à un instant T, on se dit on est 100% conforme, alors ça n'existe pas, 90% conforme. À un instant T, 1 an après, on peut déjà être plus dans les clous. Donc à chaque fois, vous réorganisez, mais même en interne, votre fonctionnement, et puis surtout les nouveaux outils, et les communications externes, quand vous avez quelqu'un d'identifié, vous lui demandez, vous faites un mail, un téléphone, ça sécurise. Donc voilà, en fait, prendre un DPO, c'est surtout de ne plus avoir de charge mentale par rapport à ça. Voilà, vous avez quelqu'un d'identifié, et vous êtes tranquille. Et puis vis-à-vis des autorités de contrôle aussi, c'est entre guillemets une preuve, c'est un grand mot, mais vous avez engagé cette démarche de conformité. Ouais. Et puis après, si ça vous intéresse, il y a la CNIL qui a beaucoup de modèles. Des modèles de courrier, il y a un guide de sensibilisation au RGPD. Voilà, alors après, il faut aimer un peu aller par là-dedans. Mais bon, voilà. Voilà, je vous remercie.